Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Vous avez rencontré lundi les responsables des musées. Vous travaillez sur la réouverture des musées. Question très simple. Quand, comment et à quelles conditions ? Il est encore trop tôt pour fixer une date précise, mais nous sommes évidemment dans un processus de réouverture des musées. C'est pour ça que je travaille avec les responsables à ce modèle résilient. J'ai donc travaillé avec des responsables, mais les grands musées nationaux, les petits musées parisiens ou en région, ils ont des statuts d'ailleurs juridiques extrêmement différents, des conditions de réouverture très différentes. Il y a des musées qui peuvent rouvrir en 3 jours, il y a des musées qui demandent 2 semaines pour rouvrir. Qu'est-ce qui manque pour qu'ils puissent rouvrir maintenant ? Qu'est-ce qu'ils vous disent tous ? Ils vous disent, il y a des magasins qui sont ouverts, en gros, je caricature. Pourquoi est-ce que les musées, quand il y a de la place, sont encore fermés ? C'est-à-dire que ça rajoute des flux de population dans une situation sanitaire encore extrêmement tendue. Et vous avez vu les chiffres sont, même si on observe depuis une journée ou deux une légère décrue, elle n'est pas encore stabilisée. La pression est maximum sur les services hospitaliers. Vous passiez d'ailleurs un sujet sur l'hôpital de Pau et les médecins disaient à quel point la pression était forte et il y avait vraiment un très grand épuisement des équipes. Donc il ne faut pas rajouter des choses, rajouter des flux de population. Mais moi, ce que j'ai vraiment constaté, c'est d'abord la volonté de réouverture que je partage. Vous n'aviez pas de doute là-dessus. Évidemment, on veut réouvrir les musées en toute sécurité, à la fois pour les agents qui y travaillent, pour les personnes qui visitent, et puis pour l'ensemble de l'écosystème autour des musées. Ils sont disposés à avoir des jauges dures. 10 mètres carrés par personne accueillie, d'avoir des horaires d'ouverture très resserrés pour que les flux de population ne se rajoutent pas aux flux de population des gens qui travaillent. Un référent Covid qui explique les mesures sanitaires à respecter, qui explique l'application Tous Anti-Covid. Donc ils sont très, très déterminés. Et donc vous avez utilisé ce mot-là, la décrue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va peut-être falloir attendre des mois, des semaines, des jours. Ça se compte en quoi alors ? Non. Moi, je me place dans des situations, dans une perspective de quelques jours. Sans doute pas, parce qu'on va attendre les chiffres qui se stabilisent. Parce qu'ils attendent les vacances scolaires. Ils disent que ce serait une bonne opportunité d'ouvrir pendant les vacances scolaires parce que justement les gens ont besoin aussi de penser à autre chose. Oui, bien sûr, je comprends. C'est pas lié aux vacances, c'est lié à une décrue continue et stable des chiffres. Ne me demandez pas de chiffres, il ne s'agit pas d'atteindre un palier à 5000 comme cela avait été le schéma retenu au mois de Alors ce sera quoi ? Ce sera au doigt mouillé ? Non, c'est un flux décroissant. Louis Alliot a ouvert 4 musées. Le préfet a saisi la justice sur votre instruction d'ailleurs, ou pas ? C'est votre instruction ? Oui, bien sûr, c'est l'instruction du gouvernement. Donc, vous espérez une décision administrative pour fermer des musées. C'est compliqué quand on est ministre de la Justice, quand même. De la Justice, de la Culture. Éric Dupond-Moretti sera ravi. On vient de le voir à l'instant. Pardon. Non, c'est le respect des principes républicains. Ouais. Il est quand même tout à fait curieux que le maire de Perpignan fustige ceux qui ne respectent pas les lois de la République et il ne s'applique pas ce principe républicain à lui-même. Non, ça ne convient pas. Le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, propose le 30 juin les Noces de Figaro en ouverture. Vous y serez peut-être, en tout cas, tout ça pour dire que les réservations sont ouvertes. Est-ce que vous dites aujourd'hui que l'hypothèse d'un été sans festival est exclue ? L'hypothèse d'un été sans festival est exclue. Maintenant, il y a festival et festival. Il y a un festival comme Aix-en-Provence, c'est une salle de spectacle. On peut imaginer, vous connaissez la salle de l'Archevêché, c'est une salle de spectacle classique. Ce qui pose des difficultés, ce sont les festivals debout. Parce que là, évidemment, les normes sanitaires ne sont pas de la même nature. Vous avez d'abord une masse de population de plusieurs milliers de personnes et vous avez des conditions sanitaires plus difficiles à mettre en œuvre. C'est pour ça que je travaille avec ces organisateurs de festivals, que ce soit les Eurockéennes, les Vieilles Charrues ou le Hellfest, pour voir les conditions dans lesquelles on pourra assurer la sécurité
des personnes, des spectateurs et des gens qui sont sur la scène et autour de la scène. Là aussi, c'est un travail très conséquent avec des tests à l'entrée, comment les mettre en œuvre, comment les financer. En tout cas, je travaille également à un fonds d'accompagnement de ces festivals pour que, quoi qu'il arrive, le modèle économique des festivals soit protégé. Puisqu'on parle des aides, certains directeurs de théâtre préfèrent imaginer ne pas rouvrir cet été et se projettent déjà vers une reprise en septembre. Est-ce que vous leur dites là aussi que le quoi qu'il en coûte les accompagnera, quelle que soit leur décision ? Les organisations que nous mettons en œuvre se situent dans une perspective où on oblige les salles à être fermées. Ensuite, ce sera leur décision. Voilà. Moi, ce que j'incite les organisateurs de festivals, de spectacles, de théâtre, de toutes sortes de concerts, c'est à se mettre dans la perspective qu'on va réouvrir. Il faut réouvrir, il faut proposer de la musique, du théâtre, du spectacle, du cabaret, du cirque. Évidemment, il faut le proposer. À partir du moment où vous décidez, alors que la fermeture, est levée, que vous décidez de ne pas ouvrir votre salle, c'est votre responsabilité. Alors, Israël et la Grèce ont conclu lundi un accord touristique. Alors, je ne me trompe pas non plus d'affectation, ne vous inquiétez pas. Permettant à leurs citoyens vaccinés de voyager sans restriction. Sur votre table, parmi les options que vous avez pour réouvrir dans de bonnes conditions, est-ce que l'idée d'un passeport vaccinal est une option que vous gardez dans un coin de votre tête pour plus tard ? C'est une option. Je dois dire que l'amoureuse de liberté que je suis a du mal à imaginer qu'on conditionnerait l'entrée dans les lieux culturels à un passeport vaccinal. Mais les temps ont changé. Je reste, à ce point de notre débat, opposé au passeport vaccinal, qui me paraît une atteinte aux libertés. Et je le dis franchement, si nous devions en arriver là, ce serait un recul. Des tribunes dans la presse, des interpellations directes d'artistes. Le monde de la culture a-t-il atteint la limite de ce qu'il peut encaisser, Roselyne Bachelot ? Vous parlez le monde de la culture à travers ce que nous vivons, mais le monde de la culture a une résilience extraordinaire et nous bâtissons cette résilience avec lui. Enfin, nous bâtissons cette résilience en étant dans un pays qui aide le monde de la culture de façon inédite. Aucun pays dans le monde n'aide autant ce monde de la culture à enjamber ce qui est ce drame, cette tragédie qu'est Ça reste un sujet prioritaire pour le gouvernement, c'est peut-être ça qu'ils ont envie d'entendre. Oui. Mais bien sûr que c'est un sujet prioritaire pour le gouvernement, puisque, je le répète, aucun pays ne fait autant pour la culture que la France. Alors, vous avez annoncé un plan de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels dans 3 secteurs du spectacle vivant, les arts, les visuels et le livre. Comment faire évoluer les mentalités ? C'est pas juste un plan et des bonnes intentions. Ah non, mais je suis une militante de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je l'ai rendu opérationnel tout au long de ma vie à travers toutes les fonctions que j'ai remplies. Et à nouveau dans la culture, il y a ces 29 000 fonctionnaires, ces 37 000 étudiants dans les écoles qui relèvent de ma responsabilité. Je veux informer, je veux former, je veux accompagner tous les signalements, je veux conditionner les aides que nous apportons dans les secteurs du cinéma, dans les secteurs de la musique, du livre, demain dans le spectacle vivant, conditionner les aides extrêmement importantes que nous apportons au fait qu'il y a des engagements qui sont pris dans chacun de ces secteurs sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il a eu raison de démissionner, Frédéric Mion, le patron de Sciences Po ? À partir du moment où il avait reconnu lui-même qu'il avait menti, il en a tiré toutes les conclusions. Une dernière question très rapide. Bertelsmann envisage de vendre sa participation dans le groupe M6 RTL. Est-ce qu'il faut que des groupes français se positionnent ? L'ont-ils déjà fait ou l'ont-ils déjà proposé ? Non, cette information, si elle est vérifiée que des groupes français se positionnent... Vous seriez ravi ? Je serais ravi, bien sûr. Il vous appelait de vos voeux la création de la consolidation de grands groupes français dans les médias ? Mais c'est absolument indispensable. Merci. Et de protéger la propriété intellectuelle des créateurs, c'est très important. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot. C'est à vous, Laurent.